Alors, la gestion de l'eau, on va d'abord faire le sommaire. Aujourd'hui, on va voir d'abord une introduction sur le sujet, pour faire un petit peu une mise en contexte. Après, on va voir pourquoi c'est important d'avoir une bonne gestion de l'eau de manière générale. Ensuite, on va voir la récupération des eaux de pluie en ville, etc., en campagne, etc. Puis, on va voir ce que sont que les toitures vertes ou végétalisées et pourquoi elles sont très importantes dans la gestion de l'eau. Et on va faire une brève parenthèse sur la résilience, parce que c'est quelque chose qui est important aujourd'hui et on en parlera tout à l'heure. Vous verrez pourquoi. On commence du coup sur la gestion de l'eau. Alors, une petite brève introduction. En Belgique, je ne sais pas si vous le savez, mais donc moi, je suis belge et je vais forcément avoir un discours qui est plus porté sur la Belgique que la France, mais je pense que ça peut s'appliquer en tout cas sur une très grande partie de la France, sur le sujet sur lequel je ne vais pas vous parler aujourd'hui. Mais donc tous mes exemples seront basés sur la France, mais il y en a quand même sur la Belgique, mais il y en a quand même un sur la France, vous verrez tout à l'heure. En Belgique, la moyenne belge sur la consommation d'eau par jour, elle est de plus ou moins 91 litres par jour par Belge. Mise à l'échelle de la Belgique, ça représente approximativement 1000 tonnes d'eau par jour en Belgique. Donc vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui est relativement important. Et c'est pourquoi c'est important d'avoir une réduction de cette consommation, ou en tout cas une manière de la gérer intelligemment pour éviter d'avoir des problèmes. Au niveau de la répartition de l'utilisation de l'eau dans un foyer, du coup on voit le petit graphique qu'on a ici sur la droite. Donc on voit qu'on a 33% pour l'hygiène corporelle, 19% pour les OSC, pour la lessive 14, entretien, etc., etc. Et en fait, dans cette répartition de l'eau, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a au moins la moitié de cette eau-là qui peut être totalement, de 1, gratuite, et de 2, qui peut être gérée et réduite. Alors, pourquoi on parle de la gestion de l'eau aujourd'hui? Je pense que vous avez tous entendu parler du problème qu'il y a eu à Valence récemment, et qu'il y a eu à Liège, en Belgique, il y a 2 ans. Il y en a partout des problèmes, c'est l'impact environnemental qui est en ce moment. Il y a un changement climatique qui est présent, et eh bien, je vais regarder ça en grand. Eh bien, c'est pas compliqué. En fait, pour comprendre d'où vient ce problème-là, c'est qu'en fait, d'où viennent les inondations, je veux dire, c'est qu'il y a de plus en plus de sécheresse dans certaines zones du monde, ce qui fait que cette sécheresse-là, elle vient chauffer les eaux, et donc on aura une évaporation qui est relativement importante dans ces zones-là, ce qui fait qu'on va avoir des nuages qui sont beaucoup plus gorgés en eau, ce qui fait que, du coup, on a une augmentation des intempéries. L'augmentation de ces intempéries-là font que les sols sont gorgés d'eau et on a de plus en plus de mal à gérer cette eau-là. Ce qui s'est passé à Valence, par exemple, ça crée une pollution de l'eau qui est extrême parce qu'on a de l'eau qui passe dans tous les villages, dans toutes les villes, etc., et qui viennent du coup récupérer tous les déchets, tous les objets, toutes les voitures, enfin bref, ça se mélange à beaucoup de choses, ce qui fait que l'eau devient de plus en plus polluée. Parce que ces eaux-là, après, elles se déversent autre part que dans la ville de Valence, forcément, et elle emporte avec elle plein d'objets. Ça pollue nos eaux. Et deuxièmement, ce qui est aussi important à comprendre, c'est que du fait qu'on ait une élévation du niveau de la mer, eh bien, on a de moins en moins de quantité d'eau douce disponible, ce qui fait que c'est un problème pour nous, êtres humains, qui consommons de l'eau potable et de l'eau douce. Maintenant, on va avoir un petit contexte sur l'importance de la gestion de l'eau de pluie. Brève définition, la gestion de l'eau, c'est l'ensemble des actions et des politiques qui sont mises en œuvre pour réguler l'utilisation, protéger et distribuer les ressources en eau et assurer leur durabilité. Ça inclut la gestion des eaux de surface, donc les rivières, les lacs, etc., donc tout ce qui touche à l'eau douce, des eaux souterraines, donc dans les nappes phréatiques, etc., et, comme je l'ai dit juste avant, des eaux de pluie et des eaux usées. Ça repose donc sur 3 paliers principaux, la quantité, la qualité et la production des sources en eau. Vous vous doutez bien que du coup, on a beaucoup d'acteurs qui vont rentrer en jeu
sur ce sujet-là, ce qu'on va voir du coup juste après. Alors pourquoi c'est important d'avoir une gestion de l'eau qui est dite intelligente? C'est que ça permet de réduire de plus ou moins 30% la consommation d'eau. Du fait qu'on ait 30% d'économie d'eau, on a une valorisation du bâtiment parce que on réduit les factures vu qu'on a moins de consommation et donc comme le bâtiment consomme moins, il gagne en valeur. Autre chose qui découle de ceci, c'est que vu qu'on a moins de consommation, on a moins d'eau qui est rejetée dans les égouts, ce qui fait que le coût de la maintenance et de l'entretien, il est réduit pour les sociétés de traitement des eaux. Ce qui est important aussi dans la gestion de l'eau qui est dite intelligente, c'est que on doit pouvoir se conformer aux différentes réglementations qui sortent chaque année, parce que toutes les lois sont de plus en plus dures sur la gestion de l'eau, parce qu'il faut pouvoir respecter, en tout cas, il faut pouvoir réduire l'empreinte écologique qu'a l'eau dans nos vies de manière générale. Le principe de la gestion de l'eau dans un immeuble, ça se fait en 3 étapes. Donc, il y a d'abord sur la consommation, puis sur les techniques de réduction, et ensuite sur la maintenance. Pour moi, la maintenance, c'est le truc le plus important, et c'est la chose qu'on oublie tout le temps. La consommation, donc, on va d'abord commencer par, pour comprendre comment ça se passe, la gestion de l'eau dans un immeuble, on va d'abord comprendre la consommation qu'a l'immeuble, ou la maison, ou une usine, ou peu importe. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer des compteurs d'eau qui sont, voilà, j'ai pris 3 exemples. Il y a d'abord les compteurs d'eau dits traditionnels, où là, on va avoir une lecture qui est manuelle, on va venir lire directement la consommation et la transmettre aux acteurs de la gestion de l'eau au niveau national ou de la ville. On va aussi utiliser des compteurs d'eau dits intelligents. Donc ça, ce sont des compteurs qui vont aussi compter le débit d'eau qui va entrer dans votre bâtiment et donc calculer votre consommation et va la transmettre directement auprès des personnes qui s'occupent de la gestion de l'eau. Et puis, on a aussi des plateformes logicielles, et ça c'est vraiment pour des grands sites. Genre, par exemple, ici, chez Extia, on est au Delta, c'est un grand bâtiment, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une plateforme logicielle qui permet de collecter, d'analyser et de visualiser la consommation de l'eau de manière continue pour pouvoir agir sur cette consommation d'eau. On a donc des techniques de réduction. Ces techniques de réduction, elles sont assez simples, et je pense que tout le monde les applique aujourd'hui, sans le savoir, finalement. On va prendre l'exemple ici de l'installation de robinets à faible débit. Bien, vous pouvez regarder chez vous, souvent vous avez de l'eau qui ressemble à une mousse comme ça. Enfin, une mousse, on va dire ça comme ça. Mais en fait, on met des mousseurs, et ces mousseurs-là, ils vont venir mélanger 50% d'air avec 50% d'eau, ce qui fait qu'on a une réduction de la consommation d'eau de 50%. On peut aussi utiliser des réducteurs de débit qui réduisent de 30 à 50%, et les toilettes double chasse qui permettent de réduire jusqu'à 60%. J'imagine que tout le monde sait ce que c'est que les toilettes double chasse, donc c'est grosso modo, on a un petit bouton, un grand bouton, et ça dépend de ce qu'on a été faire aux toilettes. Aussi, et ça, c'est quelque chose qu'on s'en rend pas forcément compte, ou en tout cas, pas si on s'en rend pas forcément compte, mais il y a beaucoup de campagnes de sensibilisation qui sont faites. Je prends souvent l'exemple de McFly et Carlito. Ils ont fait une vidéo il n'y a pas très longtemps avec Jean-Marc Jancovici, sur justement ils voulaient qu'on puisse calculer notre empreinte carbone de manière autonome, donc soi-même. Et donc ils ont fait une vidéo là-dessus, et donc ils ont aussi parlé de la réduction de l'utilisation d'eau. Et je pense que c'est ce genre de campagne qui peut aider à apprendre à tout le monde comment réduire notre consommation d'eau. Et je pense que ce que je fais aujourd'hui, ça peut aussi vous aider à réduire votre consommation d'eau, en tout cas à comprendre comment le faire. Et le point le plus important, comme je disais tout à l'heure, c'est la maintenance. Ça arrive très souvent qu'on mette en place plein de trucs super chouettes. Donc, pour vraiment avoir, par exemple, je vais prendre l'exemple de la biodiversité en ville. On va mettre plein d'arbres, etc. en ville, et après, on va pas avoir de budget pour l'entretenir, pour aller couper les arbres, pour éviter d'avoir des accidents parce que l'arbre bloque un côté de la route. Enfin bref, la maintenance, c'est quelque chose qui est très important. Il faut jamais oublier de le faire. Ça permet de garder en fait une efficience des éléments qui sont mis en place. Alors tout à l'heure, je vous parlais des acteurs de la gestion de l'eau.
J'ai gardé les exemples de la Belgique. Donc en Belgique, on a 3 groupes différents en fonction des régions, parce qu'en Belgique, il y a 3 régions. Il y a la Flandre, Bruxelles et la Wallonie. Il y a aussi le côté germanophone, mais je ne connais pas qui s'occupe du côté germanophone. Donc voilà. Donc ces acteurs-là, eux, ils s'occupent principalement de 4 éléments. Donc l'approvisionnement en eau potable, donc ça veut dire la distribution de l'eau, ils vérifient la qualité de l'eau et ils font aussi la gestion des ressources. Ça veut dire que ils vont vérifier la quantité qui est disponible dans les nappes phréatiques, dans les lacs, etc., pour pouvoir gérer en fait ce qui est disponible pour les personnes. Il y a la même chose en électricité. Je sais pas si les gens connaissent un petit peu en électricité, c'est pareil, ils ont des applications qui permettent de savoir ce qui est disponible pour les utilisateurs. Ensuite, il y a aussi la gestion des infrastructures hydrauliques. Donc, à ce niveau-là, forcément, pour pouvoir avoir de l'eau qui arrive jusqu'à notre robinet, eh bien, on va avoir des pompes qui vont fonctionner, on va avoir une mise sous pression du réseau, et pour pouvoir mettre en pression ce réseau, il faut qu'on puisse avoir des pompes, et donc ces pompes, il faut les maintenir. Enfin, il faut avoir une maintenance sur ces pompes-là. Il faut pouvoir les moderniser parce que forcément, parfois, on a des pompes qui datent de 25-30 ans, elles sont plus très efficaces, elles consomment trop d'énergie, et donc ils doivent aussi s'occuper donc de la modernisation et du développement. Parce que comme ici, par exemple, à Bruxelles, il y a de plus en plus d'habitants, en tout cas en Belgique, il y a de plus en plus d'habitants, et en France, c'est pareil, eh bien, ce qui fait qu'il y ait de plus en plus d'habitants, il faut qu'il y ait de plus en plus d'eau disponible, et donc il faut qu'ils puissent se développer. Ils s'occupent aussi du développement de solutions durables, c'est-à-dire qu'ils investissent dans par exemple des champs de panneaux photovoltaïques, et ces panneaux photovoltaïques vont venir alimenter les pompes, les robinets, les vannes électroniques, etc. Donc ça permet de réduire aussi l'empreinte carbone de ces sociétés. Et dernièrement, ils s'occupent aussi de la conformité et de la régulation, c'est-à-dire qu'ils vont aider les gouvernements à mettre en place des normes et des réglementations, et ils vont aussi fournir des rapports concernant la qualité de l'eau. Je pense qu'ils fournissent aussi non, pas la quantité d'eau, mais ils fournissent en tout cas la qualité de l'eau et ils s'assurent que ça fonctionne correctement et qu'il n'y ait pas de problème. Normalement. Attention que normalement, parce que parfois il y a des dérives et c'est un petit peu mal géré. Donc là, on a vu les acteurs qui s'occupent de distribuer l'eau, mais ce qui se passe après avoir distribué l'eau, c'est qu'il faut récupérer cette eau-là. Pour récupérer cette eau-là, on va parler donc de traitement des eaux usées en station d'épuration. La station d'épuration, c'est pas compliqué, elle va récupérer ces eaux qui sont dites sales, sont dites usées, pour les rendre à nouveau propres à la consommation. Donc, ce qui va se passer, ou en tout cas pour la remise en milieu naturel. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va venir récupérer cette eau, on va la mettre dans plusieurs bassins différents. Donc ici, on peut voir sur le petit, sur ce petit schéma ici, qu'on a un dégrillage, un désableur, un dégraisseur. Comme leur nom l'indique, c'est pour retirer le sable, les matières graisseuses, les petits cailloux, tout ce qui pourrait y avoir qui revient des égouts. Ensuite, on a un bassin d'aération. Le bassin d'aération, lui, il va en fait, c'est un bassin où on va injecter de l'oxygène, ce qui va permettre d'avoir une séparation assez nette entre les boues qui restent et les substances graisseuses. Et pour finir, on a un décanteur. Donc là, on a de l'eau qui va rester un peu plus longtemps dans ce bassin, sans trop de remue-ménage, afin de pouvoir en fait éliminer les particules les plus fines de boue qui restent. Voilà. Après avoir du coup nettoyé cette eau va être renvoyée vers un milieu naturel, que ce soit une rivière, un lac, ou enfin peu importe, un milieu naturel, pour qu'elle revienne dans le cycle de l'eau. On a des boues qui vont être récupérées, qui elles pourront être renvoyées, par exemple, en agriculture pour faire office de compost ou c'est bon pour la terre finalement. Maintenant qu'on a vu la gestion de l'eau de manière très générale, on peut voir aussi maintenant la récupération des eaux de pluie. On va voir pourquoi ça peut être très intéressant de le faire. Alors, la récupération d'eau de pluie,
c'est un processus en fait qui vise à collecter de l'eau, à la stocker et puis à la rendre disponible à la consommation pour de l'eau non potable à la base. On verra tout à l'heure qu'elle peut aussi être potable en fonction des fils qu'on va mettre dans le circuit. Voilà, donc là c'est juste pour la simple définition pour que vous sachiez ce que c'est. Ah ouais, du coup, comme c'est en PDF, vous avez déjà tout sur la diapositive, mais du coup, je vais vous expliquer un peu ce qu'il y a. Premièrement, on a la réduction de la demande d'eau potable. Donc, les avantages de la récupération d'eau de pluie, ça permet de réduire la demande d'eau potable parce qu'on va avoir de l'eau qui est stockée dans un réservoir qu'on a récupéré gratuitement et qu'on va pouvoir redonner à l'utilisateur pour des activités qui ont besoin d'eau non potable. Cette réduction de la demande d'eau potable, ça permettrait éventuellement d'avoir une tuyauterie qui serait sous-dimensionnée et donc qui coûterait moins cher. La réduction de la demande d'eau potable, ça permet aussi d'avoir des canalisations qui sont déchargées parce que comme on a besoin de moins d'eau dans cette tuyauterie-là, eh bien on aura moins de débit, moins de quantité d'eau qui traversera cette tuyauterie. On a une réduction de l'empreinte carbone parce qu'on peut dire que par réduction de la consommation de l'énergie qui est liée au traitement des eaux, eh bien, on a une réduction de l'empreinte carbone. On a une diminution des coûts qui sont liés à l'eau parce que comme on utilise de l'eau qui est gratuite, on a forcément une facture qui sera moins élevée. Comme j'ai dit tout à l'heure pour la gestion de l'eau intelligente, on a aussi une valorisation du bâtiment, vu qu'encore une fois, on a une réduction du montant des factures. On a une réduction de l'érosion des sols, parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu au niveau des cascades, par exemple, on a de l'eau qui tombe en continu, eh bien, on voit souvent qu'il y a des rochers qui sont érodés. En fait, ils paraissent tout lisses comme ça. En fait, c'est simplement l'eau qui passe dessus et qui vient retirer des microparticules ou des nanoparticules de matière, ce qui fait qu'avec le temps, ça s'érode. Eh bien, c'est pareil ici en ville avec l'eau de pluie. On a de l'eau qui va venir s'écouler par terre, au sol, quoi, et ça va venir donc éroder le sol. Ce qui fait que ça demande beaucoup plus de maintenance et d'entretien. Donc, le fait d'avoir une récupération d'eau de pluie, ça fait qu'il y ait moins d'eau qui ressort du bâtiment et qui passe par l'extérieur, ce qui fait donc qu'on a moins d'érosion des sols. On a aussi une amélioration de la résilience qui est face aux sécheresses par le stockage de l'eau, parce que une fois qu'on a de l'eau qui est stockée, qui est à nous, et qu'on peut réutiliser quand on veut, eh bien, s'il y a un problème à l'extérieur, parce qu'on arrive, je sais pas, il y a un problème de sécheresse, et qu'on peut plus avoir de l'eau potable qui est disponible, eh bien, on a de l'eau qui est stockée chez nous, qui est gratuite et qui peut être réutilisée quand on veut. On a une conservation des ressources naturelles parce que on a forcément moins d'eau qui est pompée dans les nappes, donc il y a moins de mouvement dans les nappes, ce qui fait que l'écosystème peut être beaucoup plus se développer et la réserve d'eau reste disponible au cas où on en a vraiment besoin. Alors, de quoi est composé un réseau de récupération d'eau de pluie? Je ne sais pas si vous voyez très bien le schéma qu'on a ici à droite. En 1, du coup, on va d'abord récupérer l'eau de pluie via les toitures, par exemple, ou par des surfaces qui sont disponibles et par lesquelles on peut récupérer l'eau gravitairement. Cette eau-là va se diriger directement vers les gouttières ou les descentes de toit. Une fois que cette eau elle a été récupérée de la toiture, on va l'envoyer vers une cuve. Dans cette cuve-là, il y a d'abord un filtre qui va filtrer l'eau forcément pour éviter d'avoir plein de déchets dans la cuve. On va avoir une pompe qui va être immergée, c'est une pompe immergée dans l'eau, qui va venir aspirer l'eau pour pouvoir l'envoyer vers notre point 7, qui est le système de gestion, qui lui va permettre de décider si on envoie de l'eau potable ou de l'eau non potable, donc de l'eau de pluie, vers les différentes utilisations dans la maison. Et alors, on va aussi avoir un trou d'homme. Le trou d'homme, en fait, c'est en 5, c'est au niveau du sol. Le trou d'homme, lui, permet l'entretien et le nettoyage, en fait, de la cuve. Et pour finir, il y a aussi le trop-plein. Oui, le trop-plein, lui, il va permettre, comme son nom l'indique, de
lorsque la cuve sera trop pleine, il va permettre en fait d'évacuer l'eau en trop dans cette cuve vers soit un système d'égouttage, soit d'autres systèmes plus naturels qu'on verra dans quelques slides. Alors, donc on a vu c'est quoi la gestion de l'eau, on a vu c'était quoi la récupération d'eau de pluie, mais comment est-ce qu'on arrive à calculer un système de récupération d'eau de pluie? C'est pas très compliqué. Donc, je dis toujours, l'installation elle est simple, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments finalement à prendre en compte, et le dimensionnement il est tout aussi simple. Donc finalement, tout est simple. Alors, au niveau du dimensionnement, on va d'abord faire ce qui s'appelle définir les besoins. Ça c'est en bureau d'études en général, parce que moi je suis ingénieur en bureau d'études. Donc on va d'abord définir les besoins. On va d'abord dire pour quel usage. Donc, je vais prendre les exemples de, on peut utiliser l'eau de pluie pour le jardin, on peut utiliser l'eau de pluie pour arroser le jardin, pardon. On peut utiliser l'eau de pluie pour la chasse des toilettes, enfin pour les toilettes. On peut utiliser l'eau de pluie pour la lessive. On peut utiliser l'eau de pluie pour l'entretien des maisons, pour nettoyer. On peut l'utiliser vraiment pour beaucoup de choses. Donc, on va d'abord voir avec le client, par exemple, pour quelle utilisation il veut l'utiliser et faire notre dimensionnement en fonction de ça. Et aussi, on va lui demander pour combien de jours par mois, par an ou par mois, il voudrait être en autonomie complète. Suite à ça, ou on peut le faire après, le calcul de la disponibilité. Le calcul de la disponibilité, c'est forcément voir par rapport à la zone géographique dans laquelle on se trouve, combien d'eau de pluie on va pouvoir récupérer. Pour ce faire, on va d'abord donc connaître la quantité de pluie qui tombe localement grâce à une pluviométrie qu'on va voir après. On va évaluer la surface du toit qui récupère l'eau de pluie, le toit et le type de toit, et on va calculer la quantité d'eau qui est récupérable grâce aux deux données qui sont données juste avant. À la fin de tout ça, on va pouvoir calculer les volumes collectés en fonction des besoins annuels qu'on a définis juste avant. On va prendre un petit exemple. On va prendre l'exemple d'une famille de 4 personnes qui occupe une maison qui a plus ou moins 150 mètres carrés de toiture en Belgique, en Wallonie. Et donc, comme ça en Wallonie, on va prendre l'exemple de Mons qui est ici sur la gauche de la Wallonie en Belgique. On voit donc c'est plus ou moins vert gris comme ça. Donc on peut regarder dans, je sais pas si vous voyez ma souris, mais je pense pas. On peut voir dans la pluviométrie annuelle moyenne 1996-2015 en millimètres par an en bas à gauche, qu'on se trouve entre 800 et 900 millimètres par an. Donc ça, c'est l'eau de pluie qui tombe localement par an. Forcément, donc nous, on va prendre la moyenne, on va prendre 850 mm par mètre carré par an. 850, on va le mettre par mètre pour les calculs, donc on va se retrouver avec 0,85 mètres par mètre carré. La formule est toute simple, on va prendre la surface de la toiture disponible, fois la quantité d'eau récupérée, donc là, en l'occurrence, c'est les 0,85 mètres par mètre carré, fois le facteur de récupération. Le facteur de récupération, lui, dépend du type de toiture. Ça peut être des toitures vertes, ça peut être des toitures plates, ça peut être... c'est tout. Et on va aussi multiplier ça par l'efficacité du filtre, qui est en général 80% pour être large. Donc, quand on fait le calcul, on arrive plus ou moins, avec notre exemple, à 91,8 mètres cubes par an. Ensuite, on va définir la consommation du logement. Donc là, ici, on reprend notre exemple avec les 4 personnes. En théorie, donc on va soit trouver ces éléments sur Internet ou par expérience. Souvent, les sociétés ont un Excel qui reprend un peu toute la consommation d'un logement en fonction de leur expérience personnelle. Je viens de voir qu'il y a des questions. Je les traiterai tout à l'heure si ça vous dérange pas. Voilà. Donc, pour définir la consommation, on prend la base théorique trouvable sur Internet ou par expérience. On va prendre par exemple ici pour le nettoyage de la voiture, plus ou moins 200 litres par mois. L'arrosage du jardin, 30 litres par jour. La chasse d'eau, double commande, plus ou moins 5 litres fois 3 jours, fois 4 personnes, ce qui fait plus ou moins 60 litres par jour. Et on va prendre aussi le lave-vaisselle avec 4 cycles par mois, donc 200 litres par mois. On arrive à une consommation approximative de 100 litres par jour. Juste une petite note,
Ça arrive que l'architecte il donne pas le nombre de personnes présentes dans le bâtiment ou dans l'appartement, peu importe, mais il donne le nombre de chambres. Donc, juste pour exemple, et c'est pour votre information personnelle, s'il dit appartement 2 chambres, on considère une chambre adulte, une chambre enfant, et donc 2 adultes, un enfant. Voilà. C'est juste pour savoir, c'est un petit tips. Ensuite, on va définir donc le stockage pour, par exemple, 30 jours d'autonomie. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la consommation par jour fois 30 jours. Donc, 100 litres fois 30 qui nous fait 3000 litres pour 30 jours. Et on reprend donc la récupération de 91,8 mètres cubes, 91 800 litres par an, ce qui nous fait approximativement 7650 litres par jour, par mois. Ensuite, on voit donc que la consommation elle est plus basse que l'eau qui est récupérable. On peut donc normalement se contenter d'un bassin de 3 mètres cubes. En réalité, on voit qu'en Belgique, on a une récupération d'eau qui est vraiment très 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 intéressante, ce qui fait que on peut par exemple se dire vas-y moi je veux être autonome pendant 90 jours par an, du coup je vais tripler ce chiffre et je suis presque sûr que il sera en fait je serai allez, je suis sûr d'utiliser à 100% la récupération d'eau de pluie par rapport à mon projet. Évidemment, il faut quand même se dire que parfois, par exemple, dans le sud de la France, en Espagne, en Italie, etc., c'est moins intéressant. Ça reste moins intéressant. J'ai quelques petits conseils supplémentaires par rapport à la récupération d'eau de pluie. Des choses en fait, auxquelles il faut veiller de manière générale. Donc, il faut qu'il y ait une installation qui soit facile d'accès pour faciliter donc le contrôle et le nettoyage de la cuve. Il faut que le réservoir il soit fermé. Évidemment, s'il était ouvert, on pourrait avoir nos enfants qui se noient, par exemple, ce serait vraiment pas cool. Et puis aussi, on va forcément le protéger de la pollution, vu qu'on n'a aucun élément extérieur qui pourra rentrer dedans. Il doit être bien positionné dans le sens où il doit être à l'écart des charges fixes et des passages de voitures pour éviter un affaissement dans le sol. Ça me paraît logique, mais c'est interdit de se raccorder sur le réseau d'eau potable directement, donc il faut qu'il y ait... ça ne doit pas être raccordé ensemble. Il faut qu'il soit signalé, oula, le français. Il faut qu'il soit signalé en eau non potable, donc il doit avoir un pictogramme qui dit que c'est de l'eau non potable sur la tuyauterie, sur la cuve et sur les robinets qui donnent cette eau de pluie. Ensuite, on va avoir le choix du matériau. Pour la cuve, donc ça doit être un matériau non translucide, protégé par l'élévation de la température et non corrodable. Donc ça veut dire que, en règle générale, on utilise des cuves en béton ou en PVC, parce que ça répond à ces 3 critères. Ensuite, au niveau de l'entretien, les gouttières et le manœuvre des vannes, ça se fait plus ou moins toutes les 6 semaines. Et normalement, on doit le faire, mais c'est vrai que souvent, on ne le fait pas. Et l'entretien de la cuve, c'est 1 fois par an, normalement. Ensuite, le trop-plein vers l'égout, il doit être muni d'un clapet anti-retour. Un clapet anti-retour, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un clapet qui empêche le retour. Donc, on a de l'eau qui passe dans un sens, mais elle ne peut jamais faire demi-tour. C'est comme ça, ça laisse passer l'eau. Puis quand l'eau, par exemple, elle doit faire demi-tour, elle est bloquée par le clapet, finalement. Et il y a des filtres anti-insectes. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que j'allais vous parler de la gestion du trop-plein. On a 2 cas de figure différents. On a le trop-plein en ville et le trop-plein en campagne qui sont assez différents. Donc, je vais d'abord vous parler du trop-plein en ville. Donc, en milieu urbain, il existe plusieurs... une fois qu'on arrive à un trop-plein en milieu urbain, il existe plusieurs éléments pour évacuer cette eau de pluie. On a d'abord le raccordement au réseau séparatif d'évacuation des eaux pluviales. Donc, comme on voit sur l'image de gauche, on a un tuyau qui permet de récupérer les eaux de pluie et un tuyau qui permet de récupérer les eaux usées, donc les eaux sales qui sortent du robinet, etc. Donc ça, c'est une des méthodes pour gérer le trop-plein. On a aussi une infiltration dans le sol. Donc ça, c'est tout simplement un trou dans le sol, ou en tout cas un sol qui est beaucoup plus perméable
que le sol normal, je veux dire. Il a été modifié, il a été travaillé pour que ce soit beaucoup plus perméable. On a aussi une dérivation vers un bassin d'orage. Un bassin d'orage, en fait, c'est quelque chose qui permet, c'est ce qu'il y a sur la photo en bas à droite, c'est ce qui permet en fait de stocker de l'eau, toute l'eau de pluie qui vient, par exemple, sur une place. Ça permet de la stocker de manière à temporiser un peu le débit d'eau qui va revenir vers les égouts. Et en dernier lieu, on peut aussi avoir un rejet dans un cours d'eau s'il y a un cours d'eau qui passe dans la ville. Par exemple, je pense à la Seine. Et en parlant de la Seine, je pense que vous avez tous entendu le problème qu'il y a eu à la Seine, dans la Seine, pardon, durant les Jeux Olympiques. Alors, le problème qui s'est passé du coup dans la Seine, c'est qu'ils ont fait des analyses et ils se sont rendus compte que la qualité d'eau était vraiment pas bonne pour faire les Jeux Olympiques dedans, pour faire les épreuves de natation, je pense, de triathlon. Le problème, en fait, c'est que, en fait, il y avait une partie des réseaux d'évacuation qui étaient de type combiné. Donc, ça veut dire qu'on avait à la fois les eaux de pluie et à la fois les eaux usées qui venaient dans le même tuyau. Ce qui faisait qu'on avait un mélange d'eau de pluie et d'eau usée. Donc, des eaux avec, je le rappelle, avec des matières fécales dedans. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas censé pouvoir revenir, enfin, pouvoir se mélanger en tout cas, et en tout cas revenir dans la Seine. Et donc, ce mélange d'eau usée et ce mélange d'eau de pluie étaient dans les mêmes canalisations et étaient destinés à être envoyés vers les stations d'épuration. Le problème, c'est qu'en cas de forte pluie, ces réseaux étaient surchargés, ce qui fait que, comme les tuyaux étaient complètement remplis, il y avait des risques que cette eau, avec des matières fécales à l'intérieur, soit renvoyée vers la ville, donc dans les rues, etc. Évidemment, c'est pas possible que ça arrive. Et donc, pour éviter d'avoir ce problème-là, ils ont fait en sorte qu'une fois qu'on arrive à un certain niveau d'eau dans ces réseaux d'égouts, eh bien, cette eau soit renvoyée dans la Seine. Donc forcément, on se retrouve avec de l'eau qui n'est pas de bonne qualité. Le cas problématique numéro 2, comme Paris est une vieille ville, il y a certains anciens quartiers, ou en tout cas des quartiers qui sont très mal surveillés et mal gérés, qui ont été sujets en fait, à des branchements illégaux, c'est-à-dire que les personnes, même s'ils avaient un réseau séparatif, venaient se raccorder dessus, raccorder sur le mauvais réseau avec ces eaux usées, ce qui faisait qu'on avait encore une fois des eaux usées qui étaient raccordées donc, sur le réseau de pluie, qui se desservaient directement dans la Seine. Donc, pour remédier à ce problème-là, ce qu'ils ont fait à Paris, ça fait des années et des années qu'ils le savent qu'il y a ce problème-là et qu'ils font des travaux et qui essayent de rectifier ce problème. Ils ont envisagé donc plusieurs solutions et les ont mis en place. La première solution, c'était en fait d'améliorer d'abord les infrastructures. Et pour ce faire, en fait, ils ont créé un énorme réservoir qui était capable de récupérer 20 piscines olympiques quand il y avait des fortes pluies. Donc ça permettait d'avoir vraiment une temporisation qui était relativement importante quand il pleuvait. Donc, ce qui permettait de ne pas avoir justement cette augmentation d'eau, cette quantité d'eau dans les réseaux d'évacuation. Et on a raccordé donc toutes les habitations qui étaient non raccordées ou mal raccordées jusqu'à présent. Je dis toutes, mais je ne sais pas s'ils ont réussi à faire l'entièreté. Mais en tout cas, ils ont fait beaucoup d'efforts là-dessus. Et aussi, vous savez que sur la Seine, il y a beaucoup de bateaux qui passent, des péniches, etc. Tous ces bateaux, ces péniches, sont maintenant correctement raccordés pour renvoyer cette eau usée vers le réseau d'égouts adéquat. Maintenant, on a la gestion de trop-plein en campagne, pardon. Il est un peu plus naturel celui-ci, parce que forcément, on a une présence de nature qui est beaucoup plus importante. Donc, comme en ville, on peut avoir des infiltrations naturelles dans le sol. Donc ça, c'est par exemple les noues d'infiltration, donc la troisième image à droite que vous voyez. Donc comme je l'ai dit, c'est vraiment un sol qui a été travaillé pour être beaucoup plus perméable et laisser l'eau s'écouler plus facilement à l'intérieur de celui-ci. On a aussi des rejets dans un cours d'eau, puisque c'est comme en ville, c'est naturel. On peut envoyer ces eaux de pluie parce qu'elles n'ont pas besoin d'être traitées, ces eaux-là. On a des bassins de rétention des jardins de pluie, ce que vous voyez à gauche. Souvent, c'est ce qu'on voit à côté des routes.
En fait, ça permet simplement, comme un bassin d'orage, de récupérer l'eau de pluie, en fait, est déversée là-dessus. Depuis les routes, l'eau est renvoyée vers ces bassins de rétention, ce qui permet de les garder un maximum de temps dans ces bassins au lieu de les envoyer vers les égouts. Voilà. Et puis on peut aussi faire une gestion différée par des mares et des étangs, ce qui permet de remplir de remplir en fait des mares qui sont présentes soit dans les jardins, soit de manière collective dans des parcs, etc. Donc tout reste naturel finalement. Alors, on a vu donc juste avant donc la gestion du trop-plein avec la récupération des eaux de pluie, etc. Maintenant, on peut voir une autre chose qui est importante, c'est les toitures vertes ou végétalisées. Et on va voir aussi pourquoi elles peuvent être vraiment à peu près la solution la plus intéressante pour éviter d'avoir des inondations en ville. Donc une toiture verte, c'est très simple en fait. On en garde tous les matériaux qui composent une toiture, sauf que par-dessus celle-ci, on va venir rajouter un mélange de substrats. En fait, c'est de la terre, hein, finalement, de la terre avec juste une couche filtrante en plus, une couche drainante pour récupérer l'eau excédente. Mais ce mélange de substrats, il va permettre d'absorber de l'eau, un maximum l'eau de pluie qui va tomber sur la toiture, et faire un peu un espèce de tampon entre le moment où l'eau elle va tomber et le moment où cette eau va retourner vers soit le système de récupération d'eau de pluie, soit vers les égouts. L'eau qui va être récupérée, enfin qui va tomber sur ce toit, va aussi servir à nourrir, enfin à donner à boire aux plantes et à toutes les plantes en fait, qui sont disponibles sur cette toiture-là. Il y a plein d'avantages à avoir une toiture verte en ville, même en campagne. Déjà, ça permet d'avoir une gestion des eaux pluviales qui est beaucoup plus efficiente. Tout à l'heure, on parlait du facteur de récupération là, durant notre calcul. On était à 0,9 pour une toiture plate sans rien dessus, donc une toiture normale, quoi, étanche comme on a à peu près partout jusqu'à présent. Donc on était à 0,9, donc 90% d'eau qui était récupérable. Ici, on sera plus qu'entre 0,3 et 0,7. Ça dépendra du type de toiture. Vous verrez qu'il y en a deux. Forcément, ça réduit déjà considérablement, de minimum au moins 20% en plus, au niveau de la récupération de l'eau de pluie. On a aussi une amélioration de la biodiversité parce que forcément, on a des éléments naturels qui sont présents en toiture, ce qui permet de ramener plus d'insectes, plus d'oiseaux, etc. On a une isolation thermique et acoustique supplémentaire parce que ce substrat il a une certaine épaisseur, elle est comprise entre 10, 20, 25, 30 cm, ce qui permet d'avoir une épaisseur supplémentaire au-dessus de la toiture et donc d'avoir une isolation thermique et acoustique plus intéressante parce qu'on est beaucoup plus éloigné, je veux dire, des éléments extérieurs, donc de la température extérieure. Forcément, quand on a plus de plantes, on a une amélioration de la qualité de l'air. L'impact sur la vie des toitures, il est vachement réduit parce que, justement, comme on a un substrat au-dessus de cette toiture-ci, eh bien, on a beaucoup moins de variations de température au niveau des matériaux qui, normalement, se dégradent au fur et à mesure des ans à cause de, justement, du gel, des très fortes chaleurs, etc. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de rentrer dans un parc, en tout cas dans une forêt quand il fait très très chaud. En fait, on se rend compte qu'il y a une diminution de la température qui est relativement importante, justement grâce aux éléments naturels qui sont présents dans cette forêt. Et bien, c'est le même principe pour les toitures vertes. Au plus on aura une réduction donc, de la température et donc une régulation des îlots de chaleur, en gros. Ce qui est chouette aussi avec les toitures vertes, c'est que ça a un aspect qui est esthétique et de bien-être, parce qu'en fait, dans une deuxième catégorie de toitures vertes, sont des toitures qui permettent aussi de créer des jardins en toiture, en pleine ville en fait. Et donc en fait, ça permettrait de pouvoir juste profiter d'un jardin quand on est dans un grand immeuble. C'est chouette. Donc, je disais tout à l'heure qu'il y avait différents types de toitures vertes. Donc, on a les toitures vertes extensives. Elles, ce sont des substrats qui sont beaucoup plus petits, qui font entre 5 et 15 cm. Elles sont composées donc de plantes relativement résistantes, mais c'est pas des grandes plantes. Ça reste des petites plantes et qui
qui gère facilement la sécheresse. Enfin, la sécheresse, en tout cas, oui, qui gère très facilement la sécheresse. Le facteur de récupération dont je parlais tout à l'heure pour la récupération d'eau de pluie, lui, il est compris entre 0,5 et 0,7. Donc, on peut toujours récupérer de l'eau de pluie, même si on a une toiture verte de ce type-là, au moins 50% en tout cas. Et au niveau alors des toitures vertes intensives, donc c'est celles-là qui servent à faire des jardins par exemple en toiture, eh bien là on est plus sur 20 à 30, 40, 50 cm de substrat toujours, donc d'épaisseur de toiture supplémentaire. Mais elle par contre, elle permet d'avoir une récupération qui est relativement inférieure, c'est-à-dire entre 0,3 et 0,5. Il y en a qui parlent même de 0,2, donc de 20% seulement d'eau récupérable. Donc, voilà. Donc, si on aligne vraiment la récupération d'eau de pluie, la récupération même des eaux usées si on le désire, et l'ajout de toitures vertes, en fait, on se rend compte qu'on a une consommation, ou en tout cas une gestion de l'eau qui est beaucoup plus favorable et vraiment réduite par rapport à aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, en tant qu'ingénieur, c'est important de sensibiliser nos clients dans le fait de les rendre en fait de rendre leur projet en tout cas de plus en plus résilient, parce que je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la résilience, en tout cas dans un terme de l'ingénierie, c'est que ça permet en fait d'absorber les perturbations tout en maintenant ses fonctions essentielles. C'est-à-dire que par exemple on a une panne d'électricité, eh bien si on avait prévu le coup avant et qu'on avait des panneaux solaires avec des batteries raccordées à notre bâtiment, eh bien, même s'il y a une panne d'électricité, c'est pas grave, notre bâtiment il continuera à fonctionner. Même problème avec de l'eau, par exemple, on a une récupération d'eau avec des filtres pour rendre cette eau potable, etc., etc. Eh bien, si on a un problème d'approvisionnement en eau à un moment donné, qu'on a une sécheresse, eh bien, nous, on peut être toujours autonome et donc résilient face justement à ce problème de sécheresse, parce qu'on aura toujours de l'eau qui est disponible. Pareil pour un potager, par exemple, pour un potager ou une serre ou quoi que ce soit, c'est aussi une manière de faire que, voilà, moi, j'ai pas besoin de supermarché, ou en tout cas des fermiers qui m'entourent, etc., pour me nourrir, parce que moi, je peux me nourrir tout seul. Et c'est un peu un mindset qu'il faudrait avoir en tant qu'ingénieur, c'est de dire, voilà, à nos clients, il y a des solutions qui existent pour avoir le moins de problèmes possible dans la vie de tous les jours plus tard, et il faudrait les appliquer pour rendre la vie des habitants beaucoup plus simple.